Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Euh, En fait, aujourd'hui, ce que je vous parle durant la conférence, c'est mon expérience par rapport à la fin de l'LC que j'ai rédigé pour dans le cadre de ma maîtrise. Parce qu'à la dernière session, j'ai eu un petit peu de délai par rapport aux gens de ma cohorte, mais c'est ça, cette session-ci, il y avait le stage que j'ai fait à l'automne. Et maintenant, j'avais mon essai à rédiger pour la session d'hiver 2019. Donc, et je viens de terminer la rédaction, il me reste le dépôt à faire. Donc, la maîtrise en médiation interculturelle, pour ceux qui ne le savent pas, se donne à Sherbrooke, à l'Université de Sherbrooke, au campus de Longueuil, donc proche de Montréal, juste à la rive sud de Montréal. Donc, ça se donne là. Donc, en fait, j'étais partie au début pour la rédaction de mon essai sur une question en fait, je m'interrogeais sur comment sensibiliser les institutions québécoises à la réalité des femmes musulmanes. Donc, j'étais partie avec ça, c'était comme vraiment large. Mais en fin de compte, en faisant mes recherches, en faisant mes lectures et tout, la rédaction, j'ai pas mal plus rédigé un portrait que trouver des solutions. C'est sûr qu'il y en a aussi, là, mais j'ai dressé un portrait de la réalité des femmes musulmanes originaires du Maghreb au sein des institutions québécoises. Donc, c'est vers ça que je m'étais plus dirigée au moment de la rédaction. Et en fait, j'explique en fait mon texte est divisé en trois parties. Bon, on exclut l'intro et la conclusion parce que ça c'est automatique, mais il y a trois principales parties dans mon texte. Puis là-dedans, j'explique pourquoi je m'intéresse aux femmes musulmanes originaires du Maghreb. Pourquoi les deux institutions que j'ai ciblées, j'aurais pu en prendre tellement plus, mais contrainte de page, j'ai dû me réduire à deux. Donc, je parle de ça. Et à la fin, je parle de la réflexion sur une réflexion sur la médiation interculturelle parce qu'il fallait faire des liens avec le cours aussi, avec la maîtrise. Donc, c'est la structure de mon texte, de mon essai. Donc, c'est sûr que puis pour la méthodologie, ce que j'ai fait en fait, c'est de recherche, c'est beaucoup de lecture, comme je dis, beaucoup de lecture. On ne fait pas de recherche en tant que telle parce que, on n'a pas. C'est pas comme une maîtrise en sociaux où on a vraiment une recherche d'enquête à faire ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste un essai. Donc, mais en même temps, on a quand même une méthodologie à respecter puis à décrire. Donc, moi, c'est sur ma cahier d'information, c'est fait beaucoup par des lectures. Par rapport à la situation de la femme dans l'islam, par rapport au hijab, parce que j'en parle aussi, c'est une réalité pour ces femmes-là, pour beaucoup de femmes, mais pas toutes. Donc, c'était une lecture aussi que j'avais faite, puis j'ai participé, je sais pas, j'en ai quand même parlé à quelques reprises sur le blog de l'association Racine en septembre dernier, en septembre 2018, il avait fait un colloque justement sur l'identité des jeunes maghrébins au Québec. Puis il y avait 4 jeunes qui avaient témoigné. Ils ont parlé justement d'école. Puis dans ma recherche, dans mon essai, je parle justement des écoles parce que les adolescentes portant le voile sont quand même présentes aussi au secondaire. Primaire même des fois. Mais le cas que sur lequel je me suis plus posée concerne les écoles secondaires. Donc, j'ai pris des informations par rapport à ça. Aussi, j'ai fait quand même parler à beaucoup de femmes aussi. J'ai lu des rapports. En fait, j'ai parlé à beaucoup de femmes, mais pas au moment où j'ai rédigé mon essai. C'était depuis ma conversion, depuis les 7 dernières années, j'ai eu à parler quand même avec différentes femmes musulmanes. Qui portent le voile ou non, tout dépendant de leur conviction. Mais j'ai pu comprendre ce qui les motive, ce qui est à le faire ou ne pas le faire. Donc, puis ça, Statistique Canada, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus.
le midi, le ministère de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion, la ville de Montréal, les commissions des droits de la personne et de la jeunesse, les conseils statut de la femme. J'ai touché aussi à des organismes. Donc, j'ai fait vraiment un grand survol. Donc, pour commencer, en fait, pourquoi je m'intéresse aux femmes musulmanes? Ben, parce que j'en suis une de gens partants. Donc, je suis consciente de ce qui peut accrocher aussi par rapport au fait d'être une femme, d'être musulmane, d'afficher sa religion, de porter le voile, de sortir, puis de se faire dire, ben, on retourne dans ton pays, puis c'est l'arabe, puis bon. Ça, c'est des quelques trucs comme moi, on me dit, mais pour certaines personnes, ça peut être pire. Donc, pour vous donner une idée, au Québec, en 2017, en date du 1er avril 2017, on était 8 millions, un peu plus de 8 millions au Québec. 8 371 500 Québécois, plus ou moins. À ce moment-là, ça représentait 23% de la population canadienne. Puis, sur ce nombre-là, la très grande majorité, en fait, il y a peut-être juste 2 millions de personnes qui vivent en région éloignée. Le reste vivent en centre urbain. Donc, forcément, jusqu'à des centres urbains, surtout là où il y a des universités, il y a beaucoup de musulmans qui sont présents, surtout à Montréal, parce que 90% des musulmans vivent ici à Montréal. Il y en a 5% à peu près dans la région de Québec et 5% ailleurs dans la province. Donc, il y en a quand même un petit peu partout. Au total, il y a plus ou moins 300 000 personnes de toute origine qui pratiquent l'islam au Québec. Puis, si on calcule 300 000 sur le 8 371 500, ça donne à peu près 3,5% de la population, pas plus. On a l'impression qu'il y en a plus, mais non, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est ça. Puis, pourquoi je m'intéresse aux femmes musulmanes maghrébines, c'est parce qu'elles parlent français entre autres et elles ont plus de facilité à s'intégrer. Donc, mais c'est pas toujours le cas. C'est ça. La majorité des musulmans qui viennent s'établir au Québec proviennent de l'Afrique. Donc, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne. Donc, puis après, il y a l'Asie, l'Europe, l'Amérique puis l'Océanie. Donc, vu que la majorité des musulmans viennent du Maghreb, principalement, ben, je me suis concentrée vraiment sur cette population-là. Mais en fait, si on se pose la question à savoir qui sont les Maghrébins, on pense tout de suite aux Arabo-musulmans, mais non, pas vraiment. En fait, ils sont africains, arabes, majoritairement musulmans, mais il y a des juifs et des chrétiens aussi. Au Maroc et en Tunisie, principalement, je sais qu'il y a beaucoup de juifs qui résident. Et même quand on étudie un petit peu l'histoire de la migration au Canada, ou au Québec en fait, les juifs séfarades sont arrivés avant les Marocains musulmans. Donc, c'est quand même pertinent à savoir. Mais si on parle du Maghreb, ben, ça touche la Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie et la Libye. Mais souvent, quand on parle du Maghreb, c'est Maroc, Algérie, Tunisie qui sont le plus touchés, concernés par le Maghreb, l'expression Maghreb. Parce que quand on étudie un petit peu les chiffres, la Libye et la Mauritanie, il y a très peu de personnes, il y en a, mais très peu qui viennent de ces deux pays-là. C'est la majorité des maghrébo-musulmans, c'est le terme que j'ai utilisé beaucoup, qui viennent du Maghreb, ils viennent du Maroc, l'Algérie et de la Tunisie. L'Algérie en particulier. Tunisie un peu moins, mais c'est bon. Si on parle d'un ordre, c'est Algérie, Maroc, Tunisie. Donc, au niveau de la définition de maghrébin, c'est ça, c'est ce qu'on définit. Donc, puis en passant, le texte, il ne sera pas mis en ligne la journée ou la conférence, aujourd'hui, le samedi, mais éventuellement, je devrais le mettre. Éventuellement.
Parce qu'il faut que je le dépose avant et faire ses corrections, puis approuvé par l'école avant que ce soit autorisé à mettre ailleurs. Puis bon, pour continuer, pourquoi qu'on quitte notre pays? Ben, il y a tellement différentes raisons. Dans la classe d'immigration, un équilibre mondial a inventé de Catherine Whitehall de Whedon. Je ne sais pas que je prononce son nom comme il faut. Il y a des principales raisons, c'est l'inégalité économique, sociale, culturelle, alimentaire, des crises politiques, la démographie, l'environnement. Ça provoque évidemment des répercussions autant dans le pays d'origine, qui vit un exode des cerveaux, que pour la société qui l'accueille, qui se retrouve avec un chômage élevé parce qu'il n'y a pas la reconnaissance des diplômes, entre autres. Donc, évidemment, ça affecte beaucoup le monde arabe. On pense entre autres à la révolution qu'il y a eu en 2011, qui est partie de la Tunisie, qui a touché les autres pays aussi, les autres pays arabes. Il y a ça, si on pense, une des raisons pourquoi il y a beaucoup d'Algériens ici au Québec, c'est la guerre civile qu'il y a eu dans la décennie 1990. Il y a ça, puis bon, évidemment, le Maroc aussi en a envoyé beaucoup. Pourquoi choisir, pourquoi ils sont venus au Québec? Parce que ici, en fait, on cherchait beaucoup de gens qui parlent français, qui sont diplômés, qui sont jeunes. Ça répondait bien à la population maghrébine, qui se retrouve quand même, parce que vu que le colonialisme français a été très présent, principalement en Maroc, Tunisie et l'Algérie, surtout l'Algérie, beaucoup, ils parlent tout français. La population est extrêmement jeune, juste en Algérie, avec les révolutions qu'il y a actuellement, j'entends souvent dire que la population de moins de 30 ans représente la moitié du pays. Donc, c'est quand même, la jeunesse est très importante là-bas. Puis, il y a un taux de chômage élevé. Donc, c'est sûr que pour eux, c'est peut-être plus facile de pouvoir partir. Mais c'est pas un phénomène qui est nouveau non plus. L'immigration au Québec, ça a toujours fait partie, on s'entend. Mais depuis les années 70, il y a beaucoup de traces de cette immigration maghrébine-là. Au début, c'était des étudiants, mais en fait, quand ils ont resté parce qu'il y a eu les dettes étudiantes, ils se sont mariés, ils se sont trouvés un emploi. Il y a des causes qui sont restées. Mais il y a beaucoup d'artistes ou d'électrons libres qui sont restés ici ou qui sont venus ici parce que la France offrait autre chose qui ne correspondait pas à leurs besoins, ça fait qu'ils sont venus ici. Mais c'est ça, les principales vagues, c'est surtout depuis les années 90 avec la guerre en Algérie. Donc, les deux autres, le Maroc et la Tunisie ont suivi dans cette migration-là. Puis comme je vous ai dit, au début, il y a 90% des musulmans qui vivent à Montréal. C'est pour ça que je me suis concentrée beaucoup sur Montréal aussi, dans les femmes maghrébines qui vivent à Montréal, parce que la majorité vivent ici. Ça fait, en fait, si on parle juste des Maghrébins, en 2011, on parlait de 90 130 Maghrébins qui vivaient ici à Montréal. Donc, pour donner une idée. Puis les 5 quartiers où la majorité, pas la majorité, mais il y a beaucoup de Maghrébins, c'est Quartier-Ville, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Ville-Saint-Laurent, Saint-Léonard, Villeray et Saint-Michel, Parc Extension. Puis dans justement ce dernier-là, le dernier arrondissement-là de Montréal, il y a un secteur même qui s'appelle le Petit Maghreb où on trouve beaucoup de commerces, de cafés, boucheries, des boutiques de vêtements. Il y a quelques mosquées aussi. C'est pour les Maghrébins, c'est vraiment très commercial. Les commerces sont tous là. Puis les hommes, évidemment, l'arabe il est étendu avec tous les dialectes. Les hommes vont beaucoup dans les cafés. Les femmes prennent aussi beaucoup de place. Ils ont des commerces dans ce coin-là aussi. C'est quand même... puis ça le Petit Maghreb, ça est sorti plus ou moins début fin 98, début 2000. Plus ou moins, ça a commencé, puis ça a eu un boom. Puis depuis 2011, depuis quelques années, le quartier s'est stabilisé, puis est devenu de plus en plus fonctionnel. Donc, oui, c'est pour
les Maghrébins, c'est un endroit de rencontre qui est super important, qui peuvent socialiser puis qui peuvent influencer aussi les plus jeunes qui sont nés ici. Donc, puis quand on parle des femmes musulmanes, évidemment, la question qui revient toujours, c'est le voile. Parce que ce que j'ai appris, en fait, évidemment, j'ai utilisé le livre de Kenza Bénis beaucoup pour cette section-là, parce que son livre s'appelle Le monologue du voile des Québécois se racontent. Donc, il parle beaucoup de la perception que les Québécoises peuvent avoir du voile, mais aussi des Maghrébines. Donc, la parole est quand même donnée aux femmes. Puis, dans ces livres-là, on apprend qu'en fin de compte que... on parle beaucoup du voile, mais... oui, on sent les tensions et tout, mais... Dans un article, en fait, qui parle justement du Journal de Montréal, qui parle... qui tire, en fait, sa source de 2016... le recensement de 2016, on apprend là-dedans dans l'article qui sont les musulmans du Québec, qu'il y a 10% des femmes musulmanes de toute origine qui portent le voile, qui portent le hijab, d'une manière ou d'une autre. Puis, fait que ça représente pas beaucoup de gens en partant de femmes, mais de ce nombre de femmes-là, sur les 10% de femmes qui portent le voile, il y en a un peu plus de la moitié qui sont des convertis. C'est même pas les femmes arabes qui le portent le plus. C'est ça, c'est des convertis. Mais d'une manière ou d'une autre, en plus qu'entre eux au niqab aussi, qui en fait cache ici. Techniquement, le front n'est pas vu, mais qui fait juste comme montrer les yeux, en fin de compte. Le hijab, c'est-à-dire le niqab, selon Frédéric Castel, il y a environ entre 50 et 100 femmes au Québec qui le portent. Ça, c'est dans le livre de Kenza Bénis qui en parle. D'une manière ou d'une autre aussi, le hijab dérange beaucoup la population québécoise. Notamment, on renvoie à plusieurs problématiques comme la violence faite aux femmes, le sexisme, la misogynie, le patriarcat. Puis j'ai utilisé aussi un livre un dictionnaire linguistique. Le dictionnaire, je vais vous dire comme il faut. Le dictionnaire critique du sexisme linguistique qui parle justement du voile. Pour la lettre V, il parlait du voile. C'est Dalila Wada qui l'avait écrit, puis elle disait vraiment que ça fait juste déplacer le problème chez le voisin. En fin de compte, c'est comme si les Québécois sont aussi misogynes que les Arabes. En gros, c'est ce que je comprends, à moins que je me trompe. Parce qu'en fin de compte, ça fait juste stigmatiser les femmes dans ce qu'elle appelle le caractère sexuel et l'islamophobie. Donc, c'est ce que je comprends. Puis aussi, le hijab, il y a quand même beaucoup de significations. Ouais, comme tu sais, évidemment, beaucoup de monde disent que c'est un signe ostentatoire, mais est-ce que c'est vraiment ça? Peut-être pas pour les femmes qui le portent. Je vous laisse aller chercher dans le dictionnaire les mots signe et ostentatoire, puis vous en ferez votre opinion. Mais il y en a qui voient ça comme d'ostentatoire. L'ostentation parce que, en fin de compte, c'est comme dire, ben, je m'identifie à tel principe, blablabla, donc forcément je force les autres à l'être aussi. Alors que beaucoup, quand on regarde le processus qui fait que la femme porte le cheminement spirituel ou réflectif, qui fait que la femme porte le voile, l'ostentation n'a aucun rapport, c'est vraiment un cheminement spirituel. C'est ce qui ressort aussi dans le livre, je vous ai déjà parlé au début de l'année sur le site, sur le blog en fait, du livre de Bertrand Lavoie, la fonctionnaire de hijab. Dedans, il parle justement des différentes trajectoires qui peuvent... en fait, de 3 trajectoires qui fait que les femmes musulmanes d'origine maghrébine portent le voile. Il y a la notion de culture, parce qu'elles voient leur mère, leur soeur ou une amie porter le voile en très bas âge. Fait qu'elles veulent faire pareil, mais plus tard, elles décident de le faire ou non réellement avec des recherches spirituelles. Il y en a qui décident par hasard de porter le voile, d'autres vraiment... C'est la plus populaire, la dernière, celle qui
Puis en fait, quand j'ai fait une recherche spirituelle, j'ai lu des livres, j'ai essayé de comprendre ce que ça veut dire de porter le voile, de porter le hijab. Ils ont vraiment fait des recherches, puis ils ont décidé vraiment de le faire ou non. Mais c'est, comme je vous dis, au Québec, c'est une très, 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 très petite. Je pense que ça représente même pas la 0,5% de la population québécoise qui porte le hijab. Donc, c'est très petit. Puis, il y en a beaucoup qui, on entend souvent dire que oui, c'est l'oppression des hommes qui fait que une femme porte le voile. En fait, la majorité des femmes, on dit pas que ça n'existe pas. Quelque part, on est, ça existe ailleurs dans le monde, on en est conscient. Mais au Québec, les cas sont très rares où la femme va dire oui, mon mari m'a vraiment obligé de porter le voile. Mais c'est très rare d'entendre ça au Québec. La majorité ont vraiment décidé de le faire. Il y en a qui ont même, dans leur pays d'origine, ne le portaient pas, puis sont arrivés au Québec, ils ont fait oui, mais là, je ressentais vraiment le besoin de le faire. Donc, puis souvent, le mari n'est même pas d'accord avec le fait que sa femme porte le voile, mais elle, si elle a décidé de le faire, elle va le faire. Donc, puis comme le hijab, le port du hijab peut prendre différentes formes, il peut être porté comme ça. Il y en a qui font juste un turban, il y a le djilbab, il y a le niqab, comme je vous ai parlé, ou la burqa, mais ça, ici au Québec, il y en a pas beaucoup, je vous dirais. Je pense que j'en ai vu une fois en 15 ans. Ça fait 15 ans que je suis en mariage, j'en ai vu une fois, je pense. Ça fait une dizaine d'années. Avant même que je sois musulmane. Évidemment, il y a beaucoup de droits discriminatoires qui touchent les femmes. On pense à la Charte des valeurs, ce que François Legault veut faire présentement avec sa charte, on ne sait pas trop quoi qui n'est pas défini encore, mais on s'entend qu'il veut interdire aussi le voile aux juges, aux policiers, aux gardiens de prison, aux enseignantes. Donc, dans certains secteurs, il n'y a déjà pas de femmes qui portent le hijab. Il veut en plus l'interdire. Mais dans d'autres secteurs, comme l'enseignement ou l'éducation à la petite enfance, il y en a beaucoup de femmes musulmanes qui en portent. Donc, ça risque d'être difficile pour elles, parce qu'elle s'exclut de la société complètement. Donc, en gros, je parle de ça aussi durant l'essai. Puis, en fait, dans les deux sites que j'ai cités, il y a les écoles secondaires, comme je vous dis, puis les milieux de travail. En 1995, il y a eu un cas. C'est sûr que je parle aussi beaucoup de l'école musulmane versus l'école publique. La majorité des musulmans envoient leurs enfants dans une école publique. Il y a 9 écoles privées musulmanes au Québec seulement. Il y en a une à Québec, il y en a 6 ici à Montréal. Donc, ça représente 1341 personnes. Je vais m'apercevoir que j'ai fait une faute dans mon texte. Donc, ça représente 1341 élèves dans le réseau privé. Donc, mais ça peut être plus parce que c'est les chiffres que j'ai réussi à trouver. On m'a dit que il y a des gens qui n'ont pas inscrit l'école comme quoi dans la fédération des établissements d'enseignement privé. Donc, ça se peut qu'il y en ait plus, mais les chiffres que j'ai eus, c'est ça. C'est 9 écoles privées au Québec. Alors, pour 2018-2019, il y en a 6. Donc, mais ça se peut qu'il y en ait plus aussi. Mais ce que je conseille beaucoup, c'est les familles, c'est d'envoyer leurs enfants dans les écoles aux musulmans qui émigrent. Les parents qui sont déjà ici, les parents musulmans, conseillent vraiment d'envoyer leurs enfants dans une école publique, justement parce que l'enfant peut apprendre sur la société d'accueil, il n'est pas fermé juste à la culture musulmane, il apprend autre chose. Donc, c'est ça que le hijab au secondaire, surtout quand on parlait comme les années 90, là, comme le cas que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a parlé. C'est sûr que à ce moment-là, ça faisait peut-être super parce que ça émergeait vraiment. Mais oui, les commissions des droits de la personne et des droits de la jeunesse disent que oui, l'enfant peut aller à l'école avec
un hijab, il a le droit, surtout qu'à ce moment-là, c'était confessionnel, puis on pouvait prendre des cours d'enseignement moral et non religieux. C'était pas une obligation, on avait le choix entre les deux. Contrairement à aujourd'hui qu'on n'a pas le choix de prendre le cours d'éthique et culture religieuse. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a 3 articles de loi, 2 qui proviennent de la Charte des droits et libertés de la personne, dont la liberté de conscience et de religion, et le droit à l'égalité et la reconnaissance de l'exercice des droits et des libertés, l'article 10. Puis il y a la loi sur l'instruction publique qui dit qu'en fin de compte, entre 5 et 18 ans, l'enfant est obligé de fréquenter l'école. D'avoir un accès, non pas obligé de fréquenter l'école, mais d'avoir un droit à une éducation gratuite. Donc, aller à l'école, ça lui permet de, justement d'apprendre plein de choses et tout et tout. Donc, ça favorise l'instruction des enfants. Donc, l'école ne peut pas interdire à une personne de dire, un ado de dire non, tu viens pas à l'école parce que tu portes le voile. Ça, c'est interdit. Puis même en 2005, 10 ans après le premier cas, ce que la Commission des droits de la personne disait, c'est que dans une société démocratique, l'une des libertés les plus importantes est celle de s'associer. Chaque jour, des personnes se regroupent sur la base d'intérêts aussi multiples que le culturel, l'éthique, politique, sportif, philosophique, etc. Cette liberté d'association est à juste titre protégée par les chartes des droits, mais les institutions sans but lucratif, notamment le milieu scolaire, ne sont pas autant dispensées de respecter les préceptes de la charte. Il en va pour elles, comme pour les institutions publiques, d'une responsabilité envers l'ensemble de la société. Donc, on comprend que au niveau des droits, l'école ne peut pas interdire le port du voile. Le Conseil du statut de la femme allait à peu près dans le même sens en disant que, en bannissant le hijab de l'école, on se retrouve à priver la jeune élève de pas s'instruire. Donc, c'est une lutte, ce n'est pas le meilleur moyen de lutter contre le décrisme, ni la meilleure façon d'assurer l'égalité entre les sexes. Donc, puis c'est pas parce que tu autorises le hijab dans tel domaine que tu autorises ce qui s'est passé, les violences qui sont dans certains pays qui existent dans certains pays musulmans. Donc, puis c'est sûr que ça cause des conséquences. Il y a des conséquences énormes aussi par rapport au retrait d'une fille. Parce que son éducation se retrouve à être pénalisée. Elle peut plus. Elle finit par stagner, elle ne peut pas aller au cégep, à l'université non plus. Donc c'est des grosses pénalités pour les jeunes. Puis évidemment, dans les milieux de travail, je me suis basée surtout sur le livre de Bertrand Lavoie, je peux peut-être l'appeler Bernard, mais Bertrand Lavoie, sur la fonctionnaire et le hijab, où il a laissé la parole à 30 personnes, 30 femmes il y en a quelques-unes qui travaillent déjà dans la fonction publique, d'autres non. Puis, en fait, je vous invite à lire le livre, c'est la meilleure façon d'apprendre un peu plus là-dessus, mais évidemment, il y a plein de droits dans la Charte des droits et libertés qui stipule que on n'a pas le droit de pénaliser quelqu'un par rapport au fait qu'il porte un signe religieux ou qu'il pratique une religion en tant que telle. En fait, tout le monde a droit à pleine égalité, sans distinction, d'exclusion de préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'identité, la religion, sauf prévu dans la loi, les convictions politiques, blablabla, d'être pénalisé. Il y a 14 motifs en tout à l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Il y en a 14. Au Canada, c'est sensiblement la même, mais c'est l'article 15.1 qui mentionne que justement, qu'importe, il n'y a pas de raison en fait de pénaliser quelqu'un, la religion encore moins. Donc, c'est évidemment, le monde s'en fout. Pas qu'ils s'en foutent, mais forcément, les femmes sont très pénalisées par rapport à ça. Il y a beaucoup de négociations qui se font de discrimination par rapport à ce que les femmes vivent. Mais je vous conseille vraiment de lire le livre de Bertrand Lavoie, la fonctionnaire et le hijab sur le sujet.
Donc, c'est vraiment très bien écrit. C'est vraiment complet. Sinon, ben, à la fin de la troisième partie, ben, je parle principalement de la médiation interculturelle. Donc, j'explique un peu c'est quoi la médiation interculturelle, qu'est-ce qu'un bon médiateur. Mais ça, j'en parle déjà beaucoup aussi sur le site, sur le blog. Vous pouvez aller voir un peu ce qu'il y en est. Puis, quand que parce que je parle entre autres de sentir la vibe qu'un bon médiateur interculturel va aller chercher la vibe des parties en conflit, va ouvrir une porte à la discussion et tout. Mais ça, j'en parle déjà sur le site. Vous pouvez toujours aller chercher quand je parle d'intervention auprès des Maghrébins. Mais c'est sûr que par rapport à... Si on va dans le vif du sujet, ce que je préconise par rapport à la médiation interculturelle auprès des femmes musulmanes, l'intersectionnalité, puis la gestion de la diversité, ce qu'on appelle le pluralisme. Donc, je parle beaucoup de ça. Il y a les paradigmes aussi psychosocial que je parle beaucoup aussi par rapport à l'école. Donc, parce que sans nécessairement, parce que là, ça commence à être un peu long comme vidéo. Je ne veux pas nécessairement prendre trop de temps non plus. Donc, paradigme psychosocial pour les écoles, ça peut être pratique. Et le paradigme managérial pour les ressources humaines, les travaux. Quand vous engagez, si vous engagez du monde, les femmes qui portent le hijab, le paradigme managérial, ça peut être très utile pour vous. L'intersectionnalité, parce que les femmes musulmanes ne peuvent pas choisir qu'une discrimination. Il y en a déjà plusieurs qui ne peuvent pas choisir parce qu'ils peuvent être discriminés à cause de la race, à cause de leur sexe, de la religion. Fait qu'avec l'intersectionnalité, encore là, je vous en parle beaucoup sur le site. C'est la meilleure façon pour elle de combattre plusieurs discriminations. Donc, puis le pluralisme, c'est une manière de vivre ensemble, donc égal, sans nécessairement, de façon égalitaire, sans nécessairement discriminer personne. C'est qui est je pense, la meilleure possibilité. La meilleure si on compare avec le multiculturalisme où tout le monde est égal, mais il n'y a personne qui se mélange. L'interculturel, tout le monde se mélange, mais il y a une hiérarchisation qui se fait. Donc, le pluralisme combine les deux, selon moi. Donc, c'est pour ça que je préconise celui-là. Puis, évidemment, à la fin, je parle de positionnement professionnel et personnel. Mais, ouais. Je parle beaucoup de la gestion des émotions, d'empathie. Il y a des caractéristiques qui sont quand même importantes de nous évaluer. Donc, mais c'est plus personnel. En fait, position par rapport à la problématique, il y a Gisèle Legault et Liliane Rachidi qui, eux, ont proposé un modèle en 3 temps, avec 3 démarches, où, en fait, il y a une période de décentration. C'est-à-dire qu'on apprend à mettre nos limites et tout. Après, on rentre en contact la compréhension du système de la personne de qui on intervient. Puis on consacre notre temps à la médiation à la fin. Fait qu'on on est conscient de nos cadres de référence. Après, on va comprendre le cadre de référence de l'autre. Puis après, la médiation qui se fait. Puis évidemment, les émotions, il y a plusieurs facteurs dans notre cadre de référence, mais dans celui de l'autre qui sont à considérer comme les émotions, la peur, les inquiétudes, le conscient, l'inconscient. Il y a beaucoup de trucs à considérer. Donc, le livre La diversité pour en finir avec un clivage entre eux et nous de Shakil Choudouri est important aussi. C'est quand même très intéressant si vous travaillez avec l'interculturel dans ce domaine-là. Donc, qui vient de paraître il y a à peu près un mois. Un petit peu plus d'un mois même. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, le document risque d'être en ligne éventuellement, mais il ne sera pas en ligne samedi. Donc, mon truc, j'avoue qu'aujourd'hui, ma conférence était peut-être un petit peu décousue. Mais quand que je
je vous dirai quand est-ce que je publierai mon essai en ligne, ou si j'ai un lien pour aller sur le site de l'université, où c'est possible de le trouver, je vous le mettrai. Mais éventuellement, c'est sûr que je le rends disponible pour tout le monde, parce que c'est quand même... personnellement, je trouve que... Bon, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est essentiel pour comprendre les autres, parce que là, je vous ai juste fait un très court condensé d'un texte d'une quarantaine de pages. Et pour l'avoir fait lire à du monde qui ne connaissent rien au sujet, je me suis fait dire que c'était vraiment intéressant. Donc, éventuellement, ça va être en ligne. Je vais vous le mettre quand, mais vous pouvez surveiller aussi le blog. Les textes, il y a des textes variants qui concernent un petit peu le sujet, qui sont présents aussi sur le site. Donc, vous pouvez faire la recherche sur mon blog. Donc, à la prochaine!